Années 80, Shiokawa, Japon. La ville est en proie à des phénomènes des plus étranges. Il nous est dit que des hommes encapuchonnés apparaissent dans les bois durant la nuit, que des abominations anatomiques errent sur les côtes, que des gens disparaissent mystérieusement. Et tout cela serait apparemment lié au réveil d'entités millénaires, les dieux anciens. Nous sommes donc chargés d'enquêter sur la ville de Shiokawa, et disons que nous ne sommes pas reçus de la meilleure des manières. La fin du monde est imminente, et vous arrivez enfin dans la ville condamnée, nous est-il indiqué. Et la voici donc, la ville condamnée. Pour commencer, nous pouvons bouger entre ce phare, décrit comme maudit, et qui se trouve être verrouillé par plusieurs cadenas. Il cache clairement quelque chose, et on n'a pas vraiment d'autre choix pour le moment. Voici le second lieu, chez nous. On passe devant les boîtes aux lettres, mais rien ne nous y attend, et nous voici dans notre appartement. Il est possible d'interagir avec l'environnement, si nous le souhaitons, ou encore remarqué par le Judas, ses yeux transperçant l'obscurité et semblant nous observer. Ceci dit, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette petite pièce à gauche dans l'obscurité. Effectivement, notre personnage a en vérité isolé 4 potentiels phénomènes étranges, et au vu des sombres événements auxquels la ville est en proie, nous avons foi en le fait que tout cela puisse être relié, et que tout cela nous aide à interrompre le réveil du dieu ancien menaçant la ville, Ktakatoratsu. Et à ce propos, nous aurons le temps un peu plus tard de nous intéresser au gameplay, mais je me dois tout de même de vous parler de quelques mécaniques. Déjà, la jauge de calamité. Dites-vous que c'est un peu comme une jauge de temps. Les événements que vous rencontrerez peuvent la faire augmenter, et ce évidemment jusqu'à 100%. Si elle atteint 100%, le dieu ancien se réveillera, nous laissant alors en proie à un avenir des plus incertains. D'autres statistiques ont aussi leur importance puisqu'elles régissent notre personnage. Il y a l'endurance qui est concrètement une barre de vie numérique, et il en va de même pour la lucidité, qui correspond à une forme de barre de vie mentale. Elle nous permet de lancer des sorts ou d'encaisser des événements lourds à supporter pour la psyché de notre personnage. Les autres caractéristiques nous permettront quant à elles de mieux s'en sortir dans des événements précis, mais ça vous le verrez au fil de l'aventure. Nous n'avons pour le moment d'autre choix que de commencer nos enquêtes. La première concerne un drôle d'individu passionné par les poissons. Une amie de notre personnage lui dit que cet homme est de retour, et elle semble avoir une certaine curiosité pour les activités de ce dernier. Elle sera à nos côtés pendant l'enquête, et d'ailleurs, notez que sa présence offre une résistance aux dégâts. On se doit pour commencer d'aller voir ce qu'il se passe chez ce fameux voisin. Il est rentré chez lui avec des bocaux, mais Kana, notre amie, se ferait immédiatement reconnaître par ce dernier. Nous y serons donc envoyés avant qu'elle nous affirme qu'il travaille à l'école de Shiokawa. Le fait est que les cours recommencent dans une semaine, et que la fouille de son bureau est donc possible car il n'y est pas. Notez que chaque lieu a quelques subtilités. L'école nous donne par exemple accès à la bibliothèque, où nous pouvons nous instruire. Cela mènera souvent à un boost d'XP ou à l'apprentissage d'un sort. Il y a aussi cette cour de récréation. Nous pouvons y entendre des rumeurs, comme cette fille nous évoquant des plaintes qui viendraient de la 3e cabine des toilettes des filles. Mais surtout, on peut tenter de recruter des acolytes. L'une des 3 élèves accepte, et nous sommes désormais 3 face à ce mystère. C'est le moment d'explorer l'école. On tombe sur les cuisines et surtout sur cette affreuse marmite dont le contenu est si répugnant qu'il nous fait perdre en lucidité. Ceci dit, nous voilà arrivés dans le bureau du voisin. Il s'y trouve effectivement quelques bocaux dans lesquels grouillent des espèces d'anguilles. Kana en récupérera un. « T'as déjà vu une anguille qui ressemble à ça ? C'est flippant, j'ai l'impression qu'elle nous observe. » Elle nous affirme ensuite avoir vu l'homme brûler des notes derrière l'immeuble. Les résidus doivent encore s'y trouver. Et bingo. Les notes sont très abîmées, mais encore déchiffrables. Ces documents évoquent en vérité une situation des plus troublantes. Un jour, un village de voleurs aurait assassiné des touristes avant de balancer les corps dans un lac rempli d'anguilles, et ces anguilles auraient pondu des œufs à l'intérieur des cadavres. Cette légende est en tout cas certainement à la base de l'étrange fascination du voisin pour les anguilles, et Kana semble vouloir s'infiltrer dans l'appartement de cet étrange voisin. Nous finirons par aller nous endormir. Mais vous vous en doutez, le matin même, Kana demeure introuvable. De plus, les événements étranges s'intensifient, nous perdons un peu notre lucidité. Nous retournons à l'école afin d'essayer de retrouver notre ami. Cela s'avère vain, mais je me permets d'évoquer cet événement.
car durant l'exploration de l'école, on tombe sur cette piscine, et après avoir décidé d'examiner l'étrange forme mouvante, bougeant sans fond, nous tombons nez à nez avec cette nageuse revenue à la vie. Elle s'était noyée il y a maintenant un certain temps, et semble avoir été oubliée. C'est donc le moment pour moi de vous faire une petite introduction au système de combat. Les combats sont au tour par tour, et à chaque tour, vous pouvez remplir cette jauge de temps, d'une séquence d'actions. Vous pouvez chercher une arme de fortune, par exemple si vous n'en avez déjà pas sur vous. Donner un coup de poing ou d'arme, ou encore laisser un acolyte attaquer à votre place. Tous les coups, qu'ils soient de poing ou d'arme, ont un pourcentage de précision et des dégâts définis. Ils peuvent donc être loupés, et ce taux de précision peut être augmenté par certaines actions, comme celle-ci, permettant d'y ajouter 10%. La nageuse est vaincue, mais nous n'avons plus rien à faire à l'école. C'est sûr maintenant, Kana doit encore se trouver dans l'appartement du voisin. L'endroit semble délabré. La lubie du voisin pour les anguilles a visiblement pris le dessus, et son appartement semble désormais en partie dédié à l'élevage de ces anguilles étranges. Mais où est Kana ? En tout cas pas dans la salle de bain. Le corps de l'éleveur s'y trouve déjà, se décomposant dans l'eau boueuse qui remplit sa baignoire. Ses yeux ont disparu. Kana se trouve effectivement dans la chambre, mais elle affirme avoir glissé sur le sang, puis perdu connaissance, mais surtout, elle pense que quelque chose est entré à l'intérieur de son œil. L'amener à l'hôpital semble être plus rationnel que de lui crever l'œil. On s'endort une fois qu'elle aura été prise en charge, mais à notre réveil, nous découvrons qu'elle n'a pas survécu. Ces anguilles nécrophages pondent visiblement dans les yeux de leur victime. Est-ce qu'on aurait donc dû lui crever l'œil ? En tout cas, le premier mystère est terminé. Le dieu ancien s'agite d'ailleurs à chaque fois que nous en résolvons un, ajoutant alors un phénomène à la ville de Shiokawa. Désormais, d'étranges aurores boréales occupent le ciel. Cela implique que les sorts coûtent désormais de la calamité, plutôt que de la lucidité. Ils devront donc être utilisés avec parcimonie. Une clé se trouve cette fois-ci dans notre boîte aux lettres. Nous avons été conviés à un festival ayant lieu tous les 27 ans. Une fois sur place, nous voyons que le village dans lequel la fête a lieu est perdu au milieu de la nature. Nous sommes accueillis par un homme à l'apparence particulière. Ses mains sont difformes et il semble presque posséder des griffes. Il s'agit en réalité du propriétaire de l'auberge dans laquelle on séjourne, et le festival va bientôt commencer. Nous pourrons à plusieurs reprises l'explorer pour en découvrir le sombre secret. Voici notre chambre dans laquelle on peut se reposer afin de gagner de l'endurance. Le festival est en préparation, mais quelques détails perturbent déjà notre personnage, comme cet homme au masque grimaçant un peu trop réaliste, ou aussi ce rituel étrange consistant à s'entailler la main afin de nourrir un mort. Nous serons tirés de notre sommeil durant la nuit par un bruit étrange, ce qui nous permettra de voir 3 silhouettes encapuchonnées à la lisière de la forêt, allumant une à une des torches avant de disparaître derrière la végétation. « Quelque chose nous observe depuis les arbres », nous est-il dit. Nous ne dormirons pas. Le festival est encore en préparation et un sentiment étrange ne quitte pas notre personnage. Cela ne s'arrangera pas. Une fois arrivés à l'auberge, nous surprenons une conversation entre 2 villageois, parlant de quelque chose qui devrait s'éveiller à la prochaine aube. Le lendemain, on pourra à nouveau explorer la forêt. Mais cette fois-ci, nous n'y trouverons pas grand-chose d'intéressant. Mais en rentrant au village, tout sera bien calme. Qu'a-t-il bien pu se passer là ? La forêt a visiblement pris vie. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer au fond de ces bois ? C'est l'aube. Les cultistes qui parlaient à l'entrée de l'auberge nous attrapent et nous amènent devant la chef du culte. La scène qui suivra est sidérante. Des agents de police arriveront cette fois-ci à temps, tuant le grand prêtre. La créature ancestrale sombrera à nouveau dans les profondeurs, mais personne ne nous croira jamais. Nous sommes la seule personne à avoir vu l'ancien, et aucune trace de massacre n'a été trouvée dans le village. Il semble juste abandonné. En vérité, les clés que nous recevons à chaque mystère servent à ouvrir les cadenas afin d'accéder au phare. Nous sommes cette fois-ci chargés d'enquêter sur le mari de notre voisine. Il aurait disparu dans des circonstances des plus obscures, et elle craint que cela ne soit lié à l'importation d'un terreau venant de Tokyo. Il était donc botaniste, et nous commençons les recherches à l'endroit où il travaillait.
quoi ça? Les collègues de Shiro, le disparu, nous confirment effectivement qu'il avait importé un terreau aux propriétés particulières. Voici d'ailleurs le reçu de cette livraison. Il est imbibé d'un fluide obscur, mais nous pouvons tout de même voir l'adresse dont nous avons besoin. La maison se trouve en bordure de la forêt. Allons-y. En fouillant cette forêt, on finit par trouver ce que nous cherchons, non sans quelques phénomènes étranges sur le chemin. Le vieux manoir est envahi de végétation et devant un minivan de l'entreprise de jardinage. Nous finirons à l'intérieur par retrouver Shiro, mais quelque chose cloche. C'est quoi ça? Shiro a été transformé en cette chose par des cordyceps qui se trouvaient dans le terreau. Les parasites disparurent avec la mort de ce dernier. Nous savons maintenant ce qu'il s'est passé, et comme d'habitude, retour à Shiokawa, puis retour à notre appartement. Et pour suivre, nous allons nous rendre chez l'artiste Mamiya Ichiro, un peintre dont notre personnage adore le travail. Nous voilà conviés à voir son nouveau tableau, en avant-première en quelque sorte. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons nous promener dans la demeure, et nous rencontrerons cette fille qui était accroupie sur une pierre de mousse. Elle est la conservatrice du musée de Shiokawa. Un bruit nous ramène à l'intérieur de la bâtisse, et nous arrivons devant la porte de l'atelier du peintre. Nous pouvons essayer d'en observer l'intérieur pour y voir le tableau, couvert d'un drap. En nous baladant dans le bâtiment, nous pourrons observer les versions originelles des tableaux du maître. Ils dépeignent des paysages ou d'étranges silhouettes, dansant en cercle. Ceci dit, nous tombons aussi sur cette tête flottante. Le combat n'est pas très compliqué, mais ce manoir semble avoir ses secrets, et à ce propos, nous déciderons de fouiller, afin de trouver une clé. Dirigeons-nous donc maintenant vers les quartiers de l'artiste. Chaque surface de l'endroit est couverte de tableaux obscènes et de visages monstrueux. Au centre de la pièce, Ichiro transperce la conservatrice à coups de couteau afin de répandre son sang sur la toile. Nous n'aurons d'autre choix que de l'affronter, mais en nous ruant vers la femme afin de l'aider, nous observons que les monstres des tableaux en sont sortis, dévorant alors les corps se trouvant encore dans la pièce, et nous sommes obligés de déclencher un incendie afin de s'extirper de cette situation sordide. Une fois de retour en ville, l'accès au phare est débloqué. Notre personnage est certaine que l'origine de tous les événements de Shiokawa se trouve à l'étage du haut. Les escaliers nous réservent ceci dit encore quelques surprises, comme cette conspiratrice qui tente de nous empêcher de passer, ou encore ce mur de photos. Quelqu'un nous a traqués durant nos enquêtes afin de prendre des photos de nous. Une fois arrivés en haut, nous pouvons détruire le cocon rituel ayant amené à l'apparition d'Atoratsu. La brume noire se dissipe. La ville est en sécurité pour le moment. Mais, attendez, plein de mystères restent en suspens. Par exemple, les rumeurs de la cour de récréation sont-elles vraies? Kana aurait-elle pu être sauvée? Qui nous observait quand on était dans notre appartement? Et dans l'ensemble, tout le jeu a cherché à nous sous-entendre l'existence d'autres mystères à Shiokawa. Mais pourquoi? Pour répondre à cela, je me dois de vous expliquer comment fonctionne le jeu. Tout ce que je viens de vous raconter, ce n'était pas vraiment le lore d'un jeu. Mais comment s'est passée l'une de mes runs sur ce jeu? Car oui, ce n'est pas un jeu auquel on peut se permettre de ne jouer qu'une fois. Une run de World of Horror se compose en vérité toujours de la même manière, les mêmes indications de début de partie. La même ville, le phare, l'appartement, les 4 ou 5 mystères selon la difficulté choisie, les clés, puis le phare. Mais la vérité, c'est que ces runs sont à leur lancement déjà régis par une quantité faramineuse de paramètres. Déjà, le dieu ancien, il y en a plus d'une dizaine et il est déterminé de manière absolument aléatoire. Ils ont tous un passif, influent sur notre run, mais sachez que celui qui a influé ma run, l'araignée, a par exemple comme passif le fait que l'option fuite des combats est désactivée. Tous les combats doivent donc être gagnés pour terminer la run. De même, le personnage que vous jouez peut être différent. Les 5 personnages jouables de base sont d'ailleurs ceux se trouvant sur la photo de fin de jeu. Il y en a d'autres, mais qui sont débloqués après avoir réussi certains achievements. Ils ont tous leurs caractéristiques,
modulant encore une fois la nature de votre run. Certains personnages vont potentiellement commencer la partie avec des antécédents médicaux ou encore une addiction à la nicotine, raison pour laquelle il y a un paquet de clopes sur l'interface. Mais surtout, sachez que les mystères sont aussi déterminés aléatoirement. Il y en a plus d'une vingtaine, et il en va de même pour les capacités et objets que l'on pourrait être amené à vous proposer. Certains objets sont nécessaires à l'accès de certaines issues d'événements. Et vous avez peut-être remarqué durant ma run que certains événements se suivant avaient l'air un peu décousus. Et ça, c'est pour une très bonne raison. En fait, ils le sont. Et pour comprendre cela, il faut que je vous explique comment fonctionnent les mystères. Vous avez un postulat de base, vous introduisant un drôle de phénomène. Ça, vous l'avez compris. Et ensuite, vous pourrez explorer un lieu précis. À chaque fois que vous explorez le bon lieu, l'enquête avance d'un pas. Mais le fait est que chaque exploration est suivie d'un événement type de jeu de rôle, la rencontre d'un ennemi ou d'un stimulus perturbant, faisant perdre de la lucidité à notre personnage par exemple, et ces événements-là sont déterminés aléatoirement, comme si vous jouiez vraiment à un jeu de rôle en piochant des cartes événements. De même, les événements du phare sont toujours au nombre de 5. Vous rencontrerez toujours 5 situations étranges en montant ces marches. Et notons aussi que les mystères ont toujours plusieurs fins, certaines vous donnant par exemple l'accès à des objets exclusifs. Les lieux ont aussi des sous-lieux, disons, comme par exemple le commissariat au centre-ville ou les quelques magasins du jeu. Vous commencez donc peut-être à comprendre à quel point ce jeu peut presque être vu comme un mini terrier de lapin. Il existe un potentiel de nombre de runs différentes colossal, et on a vraiment envie d'en découvrir toutes les facettes. Mais avant de replonger dans cet univers et de répondre aux questions laissées en suspens, je me dois de faire un petit point sur l'horreur cosmique. Si vous avez pour habitude de vous intéresser à l'horreur, il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà H.P. Lovecraft, dont les œuvres ont visiblement encore aujourd'hui une importance faramineuse. Il n'est pas vraiment le fondateur de l'horreur cosmique, mais le fait est qu'il l'a en partie démocratisée et surtout développée. Cette horreur est visiblement des plus intemporelles et pour une raison assez simple. Elle touche à nos peurs existentielles les plus profondes. Le cosmicisme, comme tous les types d'horreur, dépeint des événements troublants. Mais ceux-ci ont la particularité de dépasser l'humain. Leur essence nous est incompréhensible, et cela nous met en face de la plus violente des manières, du fait que l'humain n'est qu'un microscopique fragment, perdu au milieu du cosmos. Pour ce faire, on nous évoque souvent des créatures extraterrestres, aux multiples tentacules et aux moultes yeux. Ces choses sont souvent des entités millénaires, appelées dieux anciens ou grands anciens chez Lovecraft, et vivant en dehors de notre réalité. La notion d'ancienneté est importante car elle les dissocie de l'humain. Ces choses sont intemporelles et seront là bien après notre mort. Et si elles décident de se déchaîner, l'humain n'aura plus rien à faire. C'est aussi pour cela que nous pouvons rencontrer des cultistes dans de nombreuses œuvres d'horreur cosmique. Les humains n'ont d'autre choix que de se soumettre aux anciens. Se rebeller contre des forces les dépassant serait bien trop inconscient. Ceci dit, l'aspect sectaire dans ce contexte est peut-être pour moi plus angoissant qu'il peut l'être dans un film d'horreur plus classique, dans lequel la secte sera au courant de tout ce qu'il se passe. Effectivement, même les cultistes n'en savent souvent pas plus que le reste de la population. Ils ont juste trouvé une manière différente de supporter la terreur procurée par le réveil de l'étrange. Ceci dit, au cours des années, le cosmicisme a eu le temps d'évoluer, et nous en arrivons donc à l'inspiration la plus flagrante de World of Horror, l'un des maîtres du manga d'horreur japonais, Junji Ito. Bon, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. On a presque l'impression d'être face à un recueil d'histoires d'Ito, adapté en visual novel. Effectivement, la caractéristique de ces mangas est que les personnages vont entrer en interaction avec des phénomènes sordides. Nous allons alors en général suivre la descente aux enfers de ces personnages, sans que jamais une explication précise ne soit donnée sur l'origine des événements. Et c'est aussi cela qui terrorise dans l'horreur cosmique. Il y a cette forme d'interactivité, et on finit toujours par se torturer l'esprit pour essayer de comprendre et de trouver quelque chose de rationnel ou d'au moins pseudo-scientifique. C'est un peu comme la théorie qui dit qu'un film d'horreur arrête de faire peur lorsqu'on vous montre le monstre. Souvent, la réflexion que l'on peut être amené à se faire est encore plus troublante et absorbante que l'histoire elle-même si elle avait été totalement expliquée. On nous montre une situation sordide, et il n'y a même pas besoin d'en montrer les raisons. C'est précisément cela qui sera le plus angoissant. Et certaines références à l'univers de Junji Ito sont très évidentes. Par exemple, Uzumaki.
dieu ancien Spiral qui fut d'ailleurs supprimé pour des raisons de copyright, tellement la référence à Uzumaki Ditto était évidente. Et maintenant que nous savons tout cela, nous pouvons faire des liens et développer sur les curiosités du jeu afin de répondre aux questions générées par notre run, qui sont presque plus nombreuses que lorsqu'on l'a commencé. Retournons dans la cour d'école écouter quelques rumeurs. Certaines sont de simples rumeurs de cour d'école afin de renforcer le côté angoissant, de montrer que nous ne sommes pas vraiment les seuls à nous demander ce qu'il pourrait bien se passer dans cette ville. Néanmoins, certaines sont plus intéressantes. Par exemple, retournons investiguer l'école sur une nouvelle partie. Nous serons effectivement amenés à découvrir ce qu'il se passait dans la 3e cabine des toilettes des filles. Il s'y trouve Akamento, un démon de légende urbaine japonaise adapté dans le jeu. Tout comme dans la légende, il demande si l'on souhaite un papier bleu ou rouge. Le rouge impliquera qu'il nous tuera de manière sanglante afin de nous recouvrir de rouge. Si le bleu est choisi, il nous étranglera jusqu'à nous faire devenir bleus. Et dans le jeu, cela se manifeste évidemment par un combat contre l'entité. Notons aussi la présence de la femme Ciseaux, qui est aussi l'adaptation d'une sombre légende urbaine. Certaines rumeurs de la cour d'école évoquent effectivement d'autres mystères que nous pouvons aléatoirement avoir en début de partie, comme celui-ci, évoquant alors un mystère où vous serez amené à enquêter sur un forum, diffusant un numéro de téléphone qui pousserait les gens au suicide. On peut aussi monter sur le toit, une fille semble réciter des prières, et on nous propose de placer un télescope. Il n'y a absolument rien à faire ici. Il n'y a aucun moyen dans le jeu d'obtenir un télescope dans son inventaire, et de même, il n'y a aucun moyen connu d'interagir avec ce personnage. En fait, j'ai l'impression que certains éléments de World of Horror sont juste ici, pour nous faire comprendre que quelque chose cloche. Malgré que la vie des habitants de Shiokawa ne semble pas tant affectée, cela dénote peut-être juste d'un déni par rapport à la fin du monde. Il y a tout de même la volonté de regarder le ciel, ainsi que cette fille récitant. Il y a peut-être rien à faire sur ce toit, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose à comprendre. Et tout comme dans la vraie vie, une personne ayant peur peut être amenée à se renfermer sur elle-même. Une autre rumeur nous parle aussi d'un certain Monsieur 000. Mais qui est-il ? On le découvre en explorant les appartements. On peut effectivement tomber sur un artiste en recherche d'idées. Il est notre voisin, et nous pouvons lui raconter une histoire afin de l'inspirer, le laisser cogiter, ou lui demander quelle est cette image étrange. À ce moment-là, il est possible de se trouver face à cette image. À partir de là, il nous sera dit que le malin se rapproche de nous. Il sera effectivement possible de recroiser cette étrange chose dans différents événements. Et lorsque nous aurons été confrontés plusieurs fois à cet événement troublant, il nous apparaîtra dans l'un des combats les plus difficiles du jeu. Il a 99 points de vie et notre écran est en proie à des glitches pendant l'affrontement. Cette chose semble déstructurer la réalité d'une certaine manière. Et pour revenir au mystère, ils ont pour certains des fins alternatives, accessibles uniquement avec certains objets. Dans le mystère, sombre souvenir de sordides sirènes, nous serons amenés à affronter après une enquête un concierge fou, enlevant des élèves du collège de Shiokawa pour leur greffer des queues de poisson. Et si, pendant le combat, nous sommes en possession d'un objet permettant d'ouvrir une grille d'égout, c'est un choix que l'on nous proposera. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'en apprendre plus sur l'étrange lubie de ce concierge. À ce moment-là, une créature mi-humaine, mi-poisson sortira de la grille d'égout pour récupérer son corps, en expliquant qu'il aurait dû greffer la partie poisson au niveau du haut du corps. C'est visiblement ce monstre qui semble lui avoir donné cette idée obscure. Et si de tels détails peuvent drastiquement faire changer une fin de mystère, revenons à nos anguilles. Aurait-on dû crever l'œil de Kana ? Spoiler, oui. En vérité, ce choix aurait donné lieu à cette scène où vous lui crevez progressivement l'œil avec une aiguille. Et à ce moment-là, vous verrez ces sortes de parasites en sortir. Elle aura un œil crevé, certes, mais au moins, elle s'en sortira. Et pour répondre à la question, qui est ce stalker qui nous observe lorsque nous sommes dans notre appartement ? Il y a de grandes chances que ce soit cet ennemi-là que vous pouvez rencontrer en vous baladant dans l'immeuble, le stalker d'appartement. Il peut aussi arriver qu'une gemme bleue apparaisse dans un magasin. À ce moment-là, on peut faire quelques explorations pour découvrir une fin secrète dans laquelle on sera enlevé par des extraterrestres. Le jeu regorge de petits secrets de ce type. Si nous sommes en possession de bougies sacrées, on peut alors purifier des lieux, ce qui permettra alors
de débloquer le monument, un lieu secret dans lequel vous pourrez interagir, avec une entité venue d'ailleurs, disons. Ce n'est d'ailleurs pas le seul lieu secret. Voici le magasin occulte, dans lequel vous pourrez acheter des artefacts occultes, comme son nom l'indique. Le repère illicite, accessible depuis la côte, dans lequel on pourra acheter de l'alcool ou encore des armes à feu. L'arbre de la sorcière, où nous accepterons d'être en proie à une malédiction, en échange de points d'endurance, de lucidité ou d'un sort. L'infirmière scolaire, qui nous soigne gratuitement. Ceci dit, la jauge de calamité augmentera de 3%. Et pour finir, voici le club d'histoire, qui nous permet quant à lui d'obtenir des capacités, sorts ou items occultes. En échange, notre jauge de calamité augmentera. Lors d'une run, vous pouvez être amené à rencontrer ces ennemis. Ils sont considérés apparemment comme des dévoreurs de rêves. Si vous en battez 3 en une partie, vous débloquerez alors Cthulhu, un ancien influent lui aussi sur la partie. Il est une inspiration directe à Cthulhu de Lovecraft, autant au niveau du nom que de son apparence, pratiquement identique au Grand Ancien. Si la calamité atteint 100% sous le joug de ce dieu, vous aurez alors droit à une fin spéciale, vous affirmant que vous et tout ce que vous pourriez être amené à connaître n'était en réalité que la manifestation d'un rêve de Cthulhu qui vient de se réveiller, y mettant alors fin. N'importe quelle invocation de l'un des dieux anciens est à la base due, un rituel pratiqué dans le phare par un ennemi inconnu. Cthulhu s'invoque par exemple grâce à ses statuettes à son effigie, et chaque dieu a une fin spécifique, dans lequel il détruit Shiokawa si la calamité atteint 100%. Ktakatoratsu enveloppera la ville et tous ses habitants de ses toiles en attendant de les dévorer. Atiolash, une sorte de dieu du cosmos, dévorera notre planète. Ezal, dieu de la tristesse infinie, laissera alors la ville en proie d'obscurs parasites qui nous feront subir une mort lente et douloureuse. Goizo, la chose bannie de notre monde, brisera la frontière avec ce dernier, en immisçant ses manifestations à travers des miroirs, puis dans les yeux des survivants. Le héros est quant à lui suivi par la cour, comme il l'appelle, un groupe d'individus obscurs qui se délecteront des habitants si ce dernier se réveille. Itotu embrasera la ville d'un incendie sans pareil. Igotaeg est une créature étrange et si la calamité dépasse les 100%, tout le monde finira par lui vouer une étrange adoration, avant de disparaître dans la mer pour ne jamais revenir. Et pour finir, Zektas unira nos corps à la terre afin d'en faire un grotesque amalgame organique. Ils ont tous leur propre manière de torturer l'humanité, et ils semblent pouvoir coexister d'ailleurs. Yolash s'apparaît par exemple dans l'événement de la classe à la dérive, même s'ils ne possèdent pas votre run, et ils peuvent aussi avoir des événements et ennemis propres à leur présence. Lors d'une enquête, on est amené à se rendre dans un manoir en bordure de la ville pour participer à une veillée suite au décès de notre grand-oncle. Au cours de la soirée, nous nous mettrons à remarquer des événements troublants jusqu'au milieu de la nuit où nous verrons avec effroi que le corps de ce dernier a disparu. On est alors évidemment chargé de comprendre ce qu'il s'est passé et les événements sordides ne feront à partir de là qu'escalader jusqu'au clou du spectacle où nous découvrirons l'origine de tout cela. L'un des moyens de s'en sortir est de sacrifier l'un des autres survivants, et on découvrira alors que notre grand-oncle n'était pas vraiment ce que l'on pensait. Cette abomination cosmique avait tout prévu. Elle nous a tous réunis ici afin que l'un de nous finisse par commettre un sacrifice. Il a trompé la mort pour nous amener à cela. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce mystère ? Tout simplement pour relater l'efficacité de certaines ambiances dans le jeu. Tout est en huis clos, pratiquement, et tout le début de votre arrivée à la veillée à la disparition du corps est fait pour créer une ambiance étrange qui vous amènera alors à vous poser des questions avant le clou du spectacle où l'horreur fonctionnera donc encore mieux. Ces premières explorations ayant plutôt servi à instaurer une atmosphère pesante. Il en va de même pour l'histoire du mystère maritime, dans lequel vous tentez d'élucider l'affaire d'un marin ayant mystérieusement perdu la raison suite à la pêche d'une étrange masse noire. L'exploration de l'hôpital, qui s'avère assez anxiogène et qui peut même être vue comme une sorte d'horreur médicale, et ces deux styles sont d'ailleurs intimement liés à l'horreur cosmique. La première donne souvent lieu à des événements inexpliqués,
venant de l'océan, comme dans Gyo de Junji Ito, dans lequel les habitants sont en proie à l'invasion de poissons sur pattes. Et l'horreur médicale est quant à elle souvent présente dans toute forme de récit catastrophe. Et toute cette gestion de l'ambiance marche aussi bien grâce au style graphique en 2 bits, le contraste noir et blanc, ou à la limite de tonalité plus terne qu'un jeu normal, amplifie l'aspect grotesque des anomalies. Mais ceci, tout en ajoutant une certaine nostalgie au jeu, pour ceux qui auraient joué à des jeux avec ce style graphique étant plus jeunes. Ce n'est pas mon cas. J'ai 20 ans et je vous avoue que je n'ai jamais joué à ce style de jeu étant plus jeune par conséquent. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que ces éléments me paraissent si flagrants. Pour moi, le style en 2 bits, ainsi que cette interface, nous enferme dès les premières minutes de jeu dans le monde étrange de Shiokawa. Et il faut aussi dire que ça réinterprète très bien le style de Junji Ito en jeu vidéo. Cela force aussi une certaine simplicité. Vous êtes limité par le nombre de pixels, et chaque détail supplémentaire pourrait rendre votre image illisible. Cela nous permet de nous immerger dans une ambiance liminale à de nombreux moments de l'aventure. En tant que joueur, nous observons une ville en déni total face à une créature millénaire, n'en ayant que faire de leur existence. C'est assez absorbant. Il y a quelque chose de très contemplatif dans certaines images du jeu. Une forme de nostalgie s'exacerbant autrement qu'avec le style graphique, comme si nous étions en train d'observer une dernière fois ce que nous avons connu, avant que tout cela n'existe plus.